Nous sommes le jeudi 9 mai 2019, le 119e jour de l'année. Les événements des 1er et 2 mai 2019 restent vivants dans les mémoires des Béninois. Plusieurs voix s'élèvent pour appeler les Béninois au calme et à la concorde. Dans cette édition, l'imam de Calavi Agori, Moutawakilou Boukari, appelle le président Talon et ses prédécesseurs à la conciliation. La constitution du nouveau siège de l'Assemblée nationale et la gestion par contrat d'affermage de la distribution de l'eau en milieu rural ont été au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi 8 mai. Des précisions dans cette édition. En sport, Isaïe FC reprend du poil de la bête dans cette phase retour du championnat Vitalon Ligue 1. Elle a marqué 3 importants points en déplacement à Charles de Gaulle hier face à Assos. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Suite aux actes de vandalisme survenus les 1er et 2 mai 2019 à Cotonou, plusieurs personnalités se prononcent pour lancer des appels. Au titre de ces personnalités, des autorités religieuses, l'imam de la mosquée de Agori, plateau 2 à Calavi, Moutawakilou Boukari, pense que le président de la République, Patrice Talon, et ses prédécesseurs doivent mettre de côté leur orgueil et se concerter afin de trouver une solution durable à la situation qui prévaut. Je vous invite à suivre l'imam Moutawakilou Boukari. Il s'est confié au micro de Anifat Boukari et de Marcel Fondji. Le peuple béninois ne connaissait jamais la violence. Avant, pop, on voit Kaki, on fuit. Maintenant, c'est Kaki et l'homme qui se jette les choses. Avant, on n'a pas besoin de faire sortir ni char, ni véhicule blindé. Mais une fois que les jeunes voient patrouille avec chacun reste tranquillement chez lui. Vous voyez, c'est pourquoi nous prions pour que le calme revienne. Parce que si, dans un peuple souverain, calme, quand le cœur devient dur, ça serait difficile de contenir ce peuple qui n'était pas violent. C'est pourquoi nous prions. Nous prions. Nous prions que Dieu ramène un bon cœur à nos dirigeants, à nos chefs, à nos politiciens de tous bords. Ils n'ont qu'à avoir pitié de ce peuple déjà fatigué, affamé. Donc, c'est ce que je te réponds. Parce que les prières, dans ce mois, ce sont des prières bénies. Mais ça dépend de ceux-là à qui nous prions. Ils sont francs. Parce que tous, de tous les côtés, priez. Les anciens disent prier. Les nouveaux disent prier. Les mouvanciers disent prier. Les opposants disent prier. Alors, intérieurement, ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas se réconcilier. Ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas la sincérité. Ils ont préféré l'hypocrisie, le mensonge, le jeu de s'attachation, comment ils le qualifient, comment on appelle, ils appellent rage ou bien quoi. Bon, si ça continue comme ça, Dieu n'est pas bon. Je vous jure, messieurs les journalistes, si on a besoin de réconciliation, on a besoin de rester dans l'amour dans ce pays, on peut le faire sans l'ONU, sans l'OIA, sans la CDA, sans n'importe quel... Pourquoi? C'est à nous notre pays. Moi, je me demande pourquoi les pays appellent l'ONU. Ils nous compliquent la situation plus que nous-mêmes. Quand j'attends qu'on appelle les Syriens, là, j'ai peur. Alors que, je vous jure, avec M. Patrice Talon, avec M. Yaïbot, avec M. Nicéphore Soglo, si ça s'asseyent et se parlent honnêtement, sincèrement, franchement, je te donne 1 heure de temps. Quand tout le peuple béninois va les voir ensemble, souriant, avec la sincérité, tu verras que tout ce qui se passe là va aller par terre, sans l'ONU, sans dépenser 1 franc. Mais comme ils sont tous hypocrites. Ça, il faut dire la vérité. L'arrogance, l'orgueil. Tu vois? L'égoïsme a envahi ceux-là
en particulier et tous les politiciens en général. Plusieurs voix se sont levées pour tirer sur la sonnette d'alarme avant la tenue même de ces législatives du 28 avril au Bénin. Ils interpellent le parcours démocratique de cette nation et les acteurs politiques qui ont animé la vie politique. Au détour d'une émission télévisée sur Ezawe TV animée par Abdelkader Achirou, Fred Houenou, acteur politique et politologue, a fait la genèse constitutive de la classe politique béninoise. Suivez son récit. Le choix que nous avions effectué, je rappelle que en 90, nous sortions de 18 années de pratiques révolutionnaires marxistes-léninistes. Lorsqu'on a un peuple qui est sorti de 18 ans de révolution marxiste-léniniste et que sans transition on passe vers une démocratie libérale, je crois qu'il y a beaucoup de risques. Et c'est ça ce que j'ai dit. C'est-à-dire les nôtres n'ont pas conçu, ou du moins ont mal conçu le libéralisme. Ils l'ont, en voulant se calquer sur le modèle occidental, alors que les réalités n'étant pas les mêmes sous nos cieux, ils ont alors pensé à la création d'une oligarchie nationale. Et cette oligarchie, rapidement, s'est vue couper des réalités du peuple souverain. Est-ce que c'était une oligarchie? Ce n'était pas dû au fait qu'il n'y avait personne pratiquement sur le terrain à l'époque? Écoutez, à l'époque déjà, le terrain était vierge. À l'époque déjà, les acteurs politiques béninois pensaient qu'il fallait que l'État se désengage de l'édification d'une économie nationale et que l'État se désengage des secteurs vitaux de l'économie nationale. C'est dans ce cadre qu'ont été cédés, par exemple, sur le plan de l'agriculture, les outils industriels de la Sonapra et bien d'autres choses que l'État avait comme moyen pour édifier une économie nationale prospère et solide, en dépit des difficultés que la Révolution a connues, bien sûr. Vous savez, c'est le régime économique qui est le déterminant ou le support essentiel de tout pouvoir politique. Il va de soi que quand nous faisons l'option d'une économie libérale, c'est que nous sommes en train de rentrer dans un système capitaliste. Le libéralisme et le capitalisme sont des mots synonymes. Lorsque nous faisons le choix du libéralisme, nous devons être conscients que le libéralisme est un système qui divise la société en deux castes diamétralement opposées, les possédants et les non-possédants. C'est-à-dire que les possédants, ils ont le capital, ils décident, ils ont la capacité de s'imposer à toutes les autres couches de la société. Et par ailleurs, il y a le non-possédant. Mais très tôt, l'aspiration à cette oligarchie a concentré le pouvoir économique entre les mains d'une minorité d'acteurs politiques et d'une minorité d'opérateurs économiques. Donc la situation a été constante de 91 à 2016. De 91 à 2016. Elle a été pareille. Elle a été pareille. Et quand elle a été pareille, quelle a été la conséquence immédiate? C'est que nous avions eu de fait une caste d'acteurs politiques et d'opérateurs économiques qui soit coupée des réalités du peuple souverain. Alors quand les gens sont coupés de ces réalités, mais qu'ils sont dans les institutions, ça voudrait dire qu'ils ont une autre conception de ce que doit être le développement. Parce que si nous devons faire le bilan, nous devons faire le bilan sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan social et en plus sur le plan politique. Sur le plan politique. Mais quand vous voyez cette oligarchie dont je parle, doublée à ce que j'appelle les maladies spirituelles, ou l'état spirituel de la classe politique déjà depuis 1991, la classe politique qui est venue aux affaires, à l'opposé des révolutionnaires. La création de la commission ad hoc d'appel d'offres pour la sélection des opérateurs en vue de la gestion par affermage du service public de la production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural et la contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction d'un nouveau siège pour le compte de l'Assemblée nationale étaient entre autres les décisions prises lors du conclave gouvernemental de ce mercredi 8 mai 2019. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Création de la commission ad hoc d'appel d'offres pour la sélection des opérateurs en vue de la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique pour l'accès universel à l'eau potable aux populations béninoises à l'horizon 2021, le gouvernement a procédé à la réforme institutionnelle du sous-secteur de l'hydraulique en milieu rural. Celle-ci a abouti à la création de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. En plus de la maîtrise d'ouvrage, la dite agence doit assurer la gestion durable du patrimoine hydraulique relevant de sa mission à travers un partenariat public-privé nécessitant le recrutement d'opérateurs privés de référence pour la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable. Pour ce faire, la feuille de route élaborée avec les partenaires techniques et financiers prévoit notamment la mise en place d'un cadre partenarial entre le gouvernement et les 74 communes bénéficiaires du programme d'investissement du sous-secteur de l'hydraulique en milieu rural, le lancement de l'élaboration des études préalables nécessaires à la mise en œuvre de l'affermage, y compris les dossiers de préqualification, les dossiers d'appel d'offres, les contrats d'affermage et les contrats de performance avec l'appui de consultants individuels regroupés au sein d'une task force financée par la Banque mondiale. Mais avant la publication du dossier de préqualification des opérateurs, la mise en place de la commission ad hoc est indispensable. Celle-ci aura en effet pour mission de conduire jusqu'à terme et dans les délais convenus le processus de sélection des 10 opérateurs chargés de la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté ce décret et instruit les ministres concernés par le dossier d'accomplir toutes les diligences nécessaires à l'effet de permettre à la Commission de remplir sa mission. Au titre des communications, contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction d'un nouveau siège pour le compte de l'Assemblée nationale du Bénin. Le gouvernement avait pris acte, au cours de sa séance du 16 mai 2018, de la volonté de l'Assemblée nationale d'arrêter les travaux de construction du siège de l'institution suite aux nombreuses irrégularités relevées sur l'actuel chantier par l'audit diligenté. La décision a donc été prise de construire un nouvel édifice à un autre emplacement. Le nouveau site retenu est le domaine de l'ex-gendarmerie nationale, situé à proximité de l'actuel siège de l'Assemblée nationale. Les consultations engagées ont permis de retenir le cabinet Kéré Architecture, dont la proposition, en plus d'être très originale, est avantageuse pour l'État sur le plan financier. En effet, outre la forme architecturale de son projet, tiré du concept de l'arbre à palabre, symbole du conseil dans notre tradition, son offre ne représente que 7,5% du coût d'objectif contre le plafond de 12% fixé par la loi. C'est pourquoi le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation avec le dit cabinet qui aura pour mission de réaliser toutes les études, d'élaborer les documents graphiques et les notices techniques nécessaires à la construction, de produire le dossier de permis de construire en vue de son obtention et de rendre disponible le dossier d'appel d'offres pour ce projet. Rappelons que l'annonce de l'abandon du chantier de construction du siège de l'Assemblée nationale a été faite dès le début du mandat du président Patrice Talon. D'un coût initial de 16 milliards de francs CFA, ce énième éléphant blanc du régime Boni Yayi aura coûté à la date de son abandon plus de 22 milliards de francs aux pauvres contribuables béninois. Il a été abandonné pour des raisons évidentes de sécurité. Si l'on se fie aux propos du ministre du cadre de vie au Parlement à l'époque de l'annonce, le chantier est en état de dégradation avancée avec de graves malfaçons sur de grosses œuvres. Le projet a souffert en aval d'une conduite non maîtrisée des études architecturales et techniques devant assurer sa qualité à la phase de réalisation. Le Conseil des ministres de ce mercredi a également évalué les dégâts matériels résultant des actes de vandalisme perpétrés à l'occasion des élections législatives d'avril 2019. Écoutons à nouveau le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Évaluation des dégâts matériels résultant des actes de vandalisme perpétrés à l'occasion des élections législatives d'avril 2019. Le Conseil des ministres, lors de sa séance du 2 mai dernier, avait fait le constat que les opérations électorales, dans le cadre des législatives du 28 avril 2019,
s'était globalement bien déroulé sur l'ensemble du territoire, dans le calme et dans la discipline, mais que des actes de vandalisme avaient été perpétrés par endroits. En effet, le jour du scrutin dans les villes de Parakou, Tchaourou, Basila, Savek, Lazoué, Bante et Savalou, puis dans les villes de Cotonou et Kandi les 1er et 2 mai 2019, des individus incontrôlés à la solde de leaders politiques se sont attaqués à des édifices et infrastructures publiques ainsi qu'à des installations privées qu'ils ont dégradées, pillées ou incendiées. Les enquêtes en cours nécessitent une connaissance précise de l'envergure et de l'évaluation financière des dégâts matériels. C'est pourquoi le gouvernement, garant de l'intégrité des personnes et des biens, a décidé de commettre à cette fin un expert qualifié. Au titre des manifestations et rencontres internationales, le Conseil a marqué son accord pour la programmation de la célébration des éditions de 2019 à 2023 de la Journée mondiale de la population, successivement dans les départements du Zou, de l'Atlantique, de la Takora et de l'Ouémé. Du sport, pour mettre un terme à cette édition, Esaü FC s'est imposé 1-0 ce mercredi à Charles de Gaulle lors de la 29e journée de la Vitalor Ligue 1. Battu à l'aller 2-0, Marcel Dandino et ses coéquipiers ont pris leur revanche sur leur adversaire grâce à Fedino Osei. Retour sur quelques moments forts de la rencontre. Marcel Dandino, le gardien et capitaine des Esaü FC, et David Tchechao, le joueur le plus en vue de la Sauce FC, reviennent sur la partie. Pour le match aller, c'était un match on dominait et puis sur certains détails, on a perdu 2-0. Donc on s'était dit tous qu'on allait venir ici dans l'intention de prendre les 3 points, qu'on doit prendre les 3 points. Et nos dirigeants ont doublé aussi nos primes, ce qui nous a beaucoup plus motivés. Et on est venu avec l'esprit de gagne. Et ce qui a fait, on a pris les 3 points. Seulement que ça n'a pas été facile. Vraiment, vraiment, parce qu'on a eu beaucoup de points à l'extérieur et qu'à la maison. Et nous pouvons remercier le bon Dieu. Peut-être à l'extérieur, on est fort. Je vous remercie. Ils ne sont pas mal.
Ils sont aussi bien physiquement, ils sont au point. Et ce qui nous a manqué un peu chez nous, nous avons essayé d'appuyer pour pouvoir égaliser le but, mais la chance n'y est pas. Je pense que c'est le travail qui donne ces résultats sur le terrain. Et je pense qu'avec les amis aussi, nous allons continuer à travailler pour que prochainement nous puissions remporter le match suivant. Les autres résultats de cette 29e journée se présentent comme suit. Asvo Dynamo 1-1, Ayema Soleil 1-0, Panthère Avranco Omnisport 2-0, BKFC AS Tonnerre 0-0, Buff FC UPI ONM 0-2, Aspac Dragon 1-0. En clôture de cette 29e journée cet après-midi, Jacques accueille USS Kraké à Cotonou 2. JSP et Énergie sont au repos pour le compte de cette 29e journée. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Desarrêt TV. Bonsoir.